Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Forerunner Radio. Aujourd'hui, après quelques mois, je suis accompagné de Nassim Saïli. Désolé pour l'attente, c'est vrai que l'idée était de vous faire un podcast mensuel, mais c'est pas toujours simple de réunir les emplois du temps. Aujourd'hui, j'ai invité Nassim avec aucune idée derrière la tête, aucun sujet en particulier derrière la tête, c'est pas de l'actualité ou quoi que ce soit, mais je sais qu'à chaque fois que je discute avec Nassim, que ce soit de musculation ou autre, on trouve toujours des sujets assez extra et je me dis toujours « Waouh, j'aurais dû l'enregistrer celui-là », et ben c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je lance le podcast, je lance l'enregistrement audio et on va bien voir ce qui en découle. Mais je suis persuadé, et j'imagine que vous êtes également persuadé, que les sujets vont vous intéresser. Donc bien sûr, je vous souhaite de passer un super moment. N'hésitez pas à me faire des retours sur les commentaires YouTube. Également, je vous invite à aller l'écouter sur SoundCloud. Je vous mettrai le lien dans la description si vous regardez sur YouTube. Et à son inverse, si vous voulez un peu d'image, vous êtes chez vous, vous avez la Wi-Fi, vous pouvez avoir l'image, même si bon, c'est figé, c'est pas très beau, c'est de la webcam PC, mais vous pouvez la voir sur YouTube et je le mettrai bien sûr dans la description du SoundCloud. Sur ce, je vous souhaite vraiment de passer un bon moment et on se rejoint de suite avec Nassim. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, cette nouvelle Forerunner Radio. Vous me rejoignez avec Nassim qui est son portable, c'est pour ça que vous l'avez en vertical au cas où vous vous demandez. On est au beau milieu du mois de juillet, comme je vous l'ai dit dans l'intro, donc on n'a pas de sujet en particulier à aborder, sauf le nôtre tout simplement. Et si vous nous regardez sur YouTube, je m'excuse pour ma dégaine absolument horrible, mon nouveau casque de gamer est laid au possible, mais vous évitez des désagréments au niveau du son qui vont être intéressants au niveau du podcast. Donc j'ai invité Nassim, comme je vous le disais, sans idée derrière la tête, sans rien de précis, mais à chaque fois qu'on échange, bah voilà, je me dis putain, j'aurais dû prendre mon micro, j'aurais dû enregistrer cette conversation parce que ça aurait été épique à partager. Vous êtes nombreux à nous dire que vous aimez bien partager avec nous, et ben le podcast il est là pour ça. Donc Nassim, salut. Surtout que ça fait un petit moment qu'on n'a pas discuté ensemble, hein, donc à mon avis, il y a des choses à dire, des choses intéressantes à dire. Oui, on va mentionner que j'ai pas parlé à Nassim depuis un bail. Enfin, on n'a pas eu une conversation depuis un bail et même avant l'enregistrement de cet enregistrement là, au final, on n'a pas énormément discuté, donc on va peut-être avoir des petites surprises au sein de ce podcast. Le premier point que j'avais, Nassim, enfin déjà, Nassim, est-ce que tu as quelque chose à nous dire à tous là, ou à me dire tout simplement avant qu'on commence sur les points que j'avais notés? Bah non, toujours un plaisir de pouvoir m'exprimer ici. C'est clair que ce format il est carrément bien adapté à raconter un petit peu ce qui nous branche ces temps-ci, comment se passe notre entraînement, qu'est-ce qui se passe en termes de contenu qu'on va pouvoir partager sur les réseaux sociaux. Donc toujours un plaisir. Hâte de pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, le premier point moi que j'avais, et ça date de super longtemps, c'est tes blessures. Je sais pas que c'est pas un point extraordinaire, c'est pas le plus excitant, mais c'est généralement un point qui est très vague chez tous les pratiquants, parce qu'on essaye toujours de faire de l'automédication et on essaye toujours de se dire que ça va aller, mais au final ça ne va jamais, ça ne va absolument jamais. Et tu avais échangé sur le sujet, tu avais fait une vidéo sur le sujet, et qu'en est-il maintenant quelques mois après? Et as-tu recommencé à t'entraîner normalement, ou alors c'est toujours vraiment handicapant, présent tout ça? Alors c'est toujours présent. J'ai entendu de l'écho à moi. C'est toujours présent. C'est pas forcément handicapant. J'ai recommencé l'entraînement il y a plusieurs semaines là, mais toujours pas à 100%. Donc j'ai pas retrouvé mes perfs aux pectoraux que j'avais avant. Mais zéro perte de masse musculaire, donc honnêtement pour l'instant ça va. Il y a deux choses que j'en retire de cette blessure. La première, c'est que lorsque j'ai posté une vidéo à ce sujet, j'ai été surpris de voir le nombre de personnes qui se plaignaient eux aussi de douleurs. Et c'est incroyable. Moi je trouve ça fou parce que au bout de cette tendinite, elle est arrivée au bout de 11 ans et demi de musculation. Et avant cette tendinite, je me suis jamais plaint d'aucune douleur. Et je trouve ça bizarre qu'il y ait autant de pratiquants qui continuent à s'entraîner, qui continuent à pratiquer avec des petites douleurs, des petits pépins. Et c'est pas anodin, il faut pas prendre ça à la légère et il faut trouver le problème avant que ça puisse empirer. Et peut-être que c'est d'ailleurs ce qui démotive certains à continuer de s'entraîner et qui empêche certains d'arriver à une décennie d'entraînement. Peut-être que c'est ces petites douleurs, ces petits pépins qu'on n'arrive pas à soigner. Et la deuxième chose, c'est que en fait, cette blessure, elle m'a réappris à m'entraîner, non pas que je sais pas m'entraîner, mais des fois, même quand on est professionnel, même quand on est coach, même quand on a une décennie d'entraînement,
on laisse un petit peu la place à la liberté, à de l'improvisation. Et moi, je le faisais surtout sur mes pectoraux, parce que c'est un point fort. J'avais pas forcément besoin de me concentrer à outre mesure. Je me suis toujours dit que mes pecs, ils sont bien, je vais pas les étirer, je vais pas forcément chercher à optimiser mon entraînement, alors que j'aurais dû le faire complètement. Et c'est quelque chose que je faisais pour les autres groupes musculaires. Donc ça a un peu remis mon entraînement en question. Et du coup, maintenant, j'ai réappris à avoir les bonnes sensations sur les pectoraux, les bons placements, à prendre soin de mes articulations, à les étirer, etc. etc. Donc en final, j'en retire rien de mauvais parce que d'une, c'est pas une si grosse blessure que ça, et il n'y a pas eu de répercussions visuelles sur mon physique. Et de deux, au final, c'est bien que ça arrive maintenant et pas plus tard quand j'aurais été démotivé à reprendre l'entraînement. Ouais, je pense que comme tu le mentionnes, la blessure déjà elle est inévitable pour absolument tout pratiquant qui cherche à progresser. Parce que à partir du moment où on cherche à progresser, de toute façon, c'est pas sain du tout. C'est pas sain du tout. Tu vas forcément chercher à surcharger, et le mot il porte bien son nom. Hein. Si tu surcharges, généralement, ta structure elle est pas contente. Pourtant, c'est ce qui est requis pour avoir un gain musculaire. Donc, tu finis toujours par avoir mal que tu aies une bonne technique ou pas. Ça, c'est inévitable, mais le problème, c'est que les pratiquants sont généralement bornés. Et moi, le premier, hein, c'est qu'on a des exercices, c'est pas forcément qu'on les aime, c'est qu'ils marchent en fait. Ils marchent, c'est con, et on veut pas les voir disparaître de notre routine parce qu'aucun autre exercice n'est aussi bon pour notre objectif. Par exemple, pour les bas du dos, moi, si vous suivez, j'ai mal au dos depuis un bail et je suis raide quasiment en permanence au dos. Je pense que j'avais une hernie, c'est ce que m'avait dit le médecin du sport, une hernie qui avait commencé à se résorber. Et depuis, c'est toujours très 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 tendu en bas et il en faut très peu pour que mes nerfs viennent se faire pincer et que je sois en PLS pendant une semaine. Ou voire 2 si je fais des bêtises, et ça impacte beaucoup mon entraînement, mais c'est pas pour autant que j'arrête complètement tous les exercices à danger, sachant que tous les exercices sont potentiellement dangereux, et en soi les gros exercices, donc là on met le plus de charge, c'est pas forcément plus dangereux qu'un curl biceps, donc un mono-articulaire, hein, une isolation quoi, parce qu'on est tellement gainé que c'est rare qu'on fasse des bêtises là-dessus. Et également, sur ces gros exercices, c'est rare qu'on pousse les séries avec des séries complexes ou autres. C'est des formats très simples, c'est une progression continue classique. Donc, on est tellement conscient du potentiel de blessure sur ce truc qu'on fait super attention et c'est rare qu'on se blesse là-dessus. Moi, je vois quand je me blesse, au dos notamment, c'est quand je suis avaché sur mon canapé en train de regarder une série, mais j'ai la raideur du soulevé de terre et du squat de la semaine dernière, je suis tordu en 3, je me relève et je suis cuit. J'arrive plus à me relever parce que j'ai surétiré le tendon ou autre. Ça m'est arrivé l'autre jour. Et le truc, limite ça m'a fait chialer le bordel, parce que je fais tellement attention à l'entraînement pour ne pas me blesser, etc. Je me mets entre guillemets des bâtons dans les roues au niveau de ma progression. Je vois mon physique qui stagne, c'est pas qu'il stagne, mais il pourrait aller plus vite si je pouvais performer, mais à cause de mes blessures de 2015. Je vois que ça me ralentit, mais je fais tout à l'entraînement pour ne pas me blesser, etc. Et me blesser sur mon canapé, ça me rend dingue en fait. Genre je me suis dit c'est pas possible. Et c'est vrai que la constatation, c'est que le musculeux, il se blesse tout le temps en dehors de la salle. Il se blesse jamais pendant un exercice. Enfin, c'est rare qu'il se blesse en premier lieu pendant un exercice. Tu portes un truc, tu portes une panière de linge alors que tu as fait du soulevé de terre 2 jours avant, et dans cette panière de linge, ta mère, elle avait mis des bouquins au fond. Tu le savais pas. Et voilà, ton dos, il est cuit pour des années. C'est vraiment l'aspect noir de la récupération. C'est qu'en dehors de la salle, tu récupères, et c'est pour ça que le bodybuilding, c'est un sport de célibataire chômeur. C'est qu'en vrai, il faudrait rien faire à côté de ces séances. Il ne faudrait absolument rien faire. Et là, éventuellement, on éviterait de se blesser. Et encore, la surcharge amènerait à... c'est compliqué. Hein. Moi, je sais pas... Je me blesse tout le temps, en fait. Je me blesse en faisant rien du tout. C'est ça qui m'énerve. C'est que la raideur, si elle est présente, t'es raide de toute façon. Donc que tu fasses un soulevé de terre à jambes tendues en t'étirant, ou que tu fasses un soulevé de terre en jambes tendues à 180 kg, pour moi, c'est le même potentiel de blessure. Parce que si je suis raide, il suffit que j'aille dans une amplitude où mon corps ne me permet plus d'aller à cause de mon manque de souplesse dû à soit une blessure ou autre, je vais me faire mal, quoi. Et c'est vrai que c'est lassant. C'est
vraiment lassant. Et je peux comprendre, comme tu disais, que des gens soient complètement désespérés en fait, notamment quand ça touche aux coudes et aux épaules. Enfin, le dos, je trouve que c'est le pire parce que c'est le dos, quoi. Tu peux pas bouger en fait, t'es tétanisé. Mais si tu peux encore pratiquer parce que t'as pas mal au genou, t'as pas mal au dos, mais t'as mal à l'épaule ou au coude et tu peux plus faire de tirage et de poussée par exemple, qui sont des exercices plus simple, plus abordable que les soulevés de terre, les squats, etc., où tu te dis que tu as quand même moins de danger de te blesser. Et puis bon, le haut du corps, c'est quand même une priorité chez pas mal de pratiquants. Là, ça doit être vraiment frustrant et se voir obligé de travailler à un RPI 3, donc sur une échelle d'effort, genre 3 à 4, et arrêter sa série pour éviter de se faire mal, enfin, à mon avis, tu te tires une balle. Quand tu vois tes pectoraux qui rétrécissent, etc., tu te tires une balle, quoi. C'est frustrant et lassant. Moi, j'ai eu un petit coup de chance dans le sens où... Enfin, j'ai pas eu un petit coup de chance, mais je pense que l'expérience joue en ma faveur, c'est-à-dire que je connais parfaitement bien mon corps et je sais exactement quels exercices je ne peux pas faire, quelles amplitudes je ne peux pas faire. Et du coup, ça m'a aidé à conserver mes gains en fait et à pas régresser. Et ça, je pense que ça a joué dans ma motivation parce que si j'avais perdu, je pense que là, je l'aurais pris un peu moins bien. Donc là, je relativise et j'en tire ce qu'il y a de positif, ce qui est cool. Mais ça aurait pu ne pas être le cas. Mais là, c'est bien parce que pendant quelques mois, j'ai pas fait de développé militaire, j'ai pas fait d'élévation latérale, j'ai pas fait de développé incliné. On s'en fout, hein, j'ai pu compenser avec d'autres exercices. Et puis voilà, ça m'a permis de réaliser qu'il fallait que je m'occupe un petit peu plus des petits muscles qui sont pas très sexy, qu'on n'a pas toujours envie de bosser, de faire les étirements nécessaires. Mais c'est cool, ça fait partie de l'apprentissage, donc au final, tant mieux. Ok, bah, Hugo, j'aimerais en arriver là où tu en es, parce que c'est vrai que j'arrive pas à me dire que pour l'instant c'est bénéfique, parce que ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. J'utilise comme toi des variantes, j'utilise des variantes, mais j'essaye vraiment de garder ces mouvements, parce que pour rentrer en détail, les gros mouvements, pourquoi c'est les rois? Parce que c'est eux qui appliquent le plus de tension avec le moins de répétitions au final. Tu fais du soulevé de terre en libre et tu fais du soulevé de terre à la poulie pour matcher la tension appliquée par le soulevé de terre en libre à la poulie. C'est un enfer en fait, c'est impossible, c'est immatchable en fait. On utilise la poulie parce qu'on n'est plus capable de progresser sur du libre, ou alors on utilise la poulie justement en substitut au libre parce qu'on a mal, mais faut pas s'attendre à ce que la poulie ait autant d'impact qu'un mouvement libre par exemple sur ton dos, sur tes biceps ou quoi que ce soit. Ou alors, comme je mettais dans mon post Instagram, il faut donner sa vie sur son set de poulies en fait. Il faut donner sa vie, et c'est là où on se rend compte que les séries simples n'ont plus énormément de place sur les poulies, parce que ton échec postural à la poulie, ça va pas être ton échec postural en libre au niveau des dégâts et de la tension que tu as appliquée, et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous utilisent des séries complexes, donc que ce soit des drop sets en tout genre, des dégressives ou autres, pour essayer de rendre ta série efficace. Et je veux dire efficace, de toute façon ce sera efficace si tu progresses, mais efficace dans le terme où ça te fait progresser sur ton tonnage total au final. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est ça le truc. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire un exercice de câble? Et c'est ce que tu dois te demander. Et donc il faut bien choisir son exercice sur ce mouvement. Et c'est que généralement on choisit le câble parce qu'il y a un avantage au niveau de la tension, que ça te permet d'avoir une tension continue donc de A à Z, que ça te permet d'avoir une bonne amplitude, et ça te permet d'éventuellement mettre un effort que tu n'es plus capable de mettre en libre parce que gainage, parce que quoi que ce soit. J'ai un peu dérivé de sujet, mais c'est vrai que du coup si on choisit le câble, il faut se tuer, quoi. Il faut s'envoyer. Je pense que j'ai jamais autant grimacé que sur du travail au câble au final. Le mouvement libre limite. Les mouvements libres à haute intensité, c'est la facilité, j'ai envie de dire. C'est la facilité dans l'entraînement. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on doit se concentrer là-dessus, parce que c'est le plus efficace, mais c'est également le potentiellement plus dangereux. Donc, faut trouver comme d'hab le juste milieu, quoi. Il n'y a pas de règle absolue. Il n'y a pas de règle absolue chez nous. Et il faut trouver ces exercices en fonction de là où on progresse. Mais il ne faut pas oublier que le libre est vainqueur dans l'histoire, tu vois. Le libre est vainqueur parce qu'il y a parce qu'il y a une tension appliquée. Je regardais ta vidéo, on va changer de sujet du coup, je regardais ta vidéo juste avec le MG là, putain c'est cool que tu l'aies finalement sorti celle-là, parce qu'on en parlait depuis longtemps, et je regardais le premier commentaire que tu avais mis, c'était ton épinglé, et c'est vrai que la conclusion, et j'ai regardé ta vidéo en même temps que je regardais le commentaire, et c'est ce que tu dis dans la vidéo, c'est qu'il faut avoir le juste milieu en fait. L'un ne va pas sans l'autre, il faut avoir la technique parfaite avec la charge la plus lourde possible avec cette technique parfaite pour que ce soit efficace, parce que tu le dis très bien dans la vidéo, c'est pour ça que j'ai pas compris les commentaires, tu dis très bien dans la vidéo que ça va pas marcher tout seul, que c'est pas parce que tu fais un curl R
avec une technique parfaite et une contraction absolue, et que du coup ça montre que tu as un bon recrutement, que ça va être plus productif qu'une technique dégueulasse, si je peux me permettre, mais tout ça tu le lis dans la vidéo, et c'est vrai que du coup, ce qui est impressionnant et ce qu'il faut pour les musculeux, c'est d'avoir cette charge inhumaine, cette charge qui paraît vraiment inhumaine, mais avec une technique avec laquelle tu as l'impression que le mouvement est facile, vu de l'extérieur, parce que toi à l'intérieur tu es en train de mourir, c'est sûr et certain. Mais en fait, et on a souvent eu cette conversation, c'est que si jamais le mec, il a une technique horrible pendant qu'il fait son mouvement, c'est probablement qu'il se met des bâtons dans les roues, en fait. C'est probablement qu'il se met des bâtons dans les roues, et en fait, la technique parfaite sur son mouvement, c'est le mec qui optimise un maximum son mouvement, qui optimise au maximum la tension qu'il exerce, parce que soit il veut pas de fatigue inutile, par exemple avec le dos rond, soit il veut garder la tension sur la chaîne postérieure ou autre, donc technique parfaite plus charge très élevée est égal jackpot. C'est pas le jackpot, c'est la seule façon de faire, en fait. Il n'y a pas d'autre façon, à mon avis, il n'y a pas d'autre façon de faire. Tricher en fin de série, c'est une technique d'intensification au final. Tricher, c'est du partiel. Tricher, c'est de la répétition aidée. Tricher, c'est utiliser une autre articulation pour continuer la série. Mais tout ça, c'est du plus. C'est pas la base de l'entraînement. C'est quelque chose qu'on peut éventuellement utiliser pour aller plus loin quand la base ne suffit plus, ou quand on a décidé que on n'est plus capable de progresser qu'avec la base, et du coup on utilise un peu de triche, mais ce serait jamais mis en premier lieu, tu vois. Le premier lieu, c'est très lourd, enfin le plus lourd possible, avec une intensité donnée et avec une forme parfaite, quoi. Une forme parfaite. On est totalement d'accord, mais ça de toute façon il y en a plein qui l'ont compris. Malheureusement il y en a encore plein qui ne le comprennent pas et qui mettent les deux en opposition. Comme si c'était deux choses qu'on pouvait absolument pas lier, alors qu'on est bien placé pour le savoir, parce qu'on fait de la musculation depuis assez longtemps, et tous les coachs de toute façon sur YouTube s'accordent à dire la même chose, et tous les coachs en général de toute façon s'accordent à dire la même chose. Il n'y en a pas un qui va te dire qu'il faut privilégier la charge et laisser la technique de côté. Mais sauf que, bizarrement, sur Internet, on aime bien opposer des idées, on aime bien mettre des gens en guerre, alors qu'on dit à peu près la même chose. Mais c'est clair que jamais je recommanderais de l'entraînement léger, mais le problème c'est que la plupart des gens s'entraînent bien trop lourd, c'est aussi simple que ça. Et d'une, ça a une incidence sur le risque de blessure, ça on peut pas se le cacher. Et de deux, niveau gain, c'est le jour et la nuit. Donc toi tu es bien placé pour le savoir, tu pousses lourd, mais tu pousses bien. Moi, je suis bien placé pour le savoir, je pousse bien et je pousse lourd. Que ce soit n'importe quel autre coach, qui est musclé, on est dans le même cas de figure. Oui, c'est pour ça que le côté coach, c'est quoi en fait? Le côté coach, ce serait plus le côté théorique et pédagogue, j'imagine, par rapport à un non-coach. Mais niveau pratique, on est censé être plus ou moins tous au même niveau, et donc il n'y a pas une certification pour faire de la musculation depuis 10 ans. Donc moi c'est quelque chose que je m'en suis rendu compte à la pratique en fait. De toute façon à l'école on n'apprend rien, mais enfin à la formation on apprend que dalle, mais c'est en pratiquant que je me suis rendu compte que j'étais jamais autant honnête avec ma progression que quand ma technique était parfaite, et j'avais jamais autant de résultats parce que je pouvais être honnête avec ma progression et du coup progresser et traquer ma progression qu'avec une technique parfaite. Donc ça coule de source, et c'est une réflexion que de toute façon le pratiquant se fait, que ça fasse je sais pas moi, 5, 10 ans, 15 ans ou 20 ans que tu t'entraînes, t'es bien obligé. Mais je peux comprendre. J'imagine que après 25 ans, 26 ans, 30 ans, et imagine que tu cherches à faire une progression continue, ton mouvement devienne un peu dégueulasse sur les répétitions qui comptent, c'est-à-dire la progressive overload, donc la nouvelle répétition, celle que tu n'as jamais fait. Mais si elle est dégoûtante, au final, moi je me dis que la semaine prochaine, ta série en plus, elle sera également dégoûtante en fait. Et elles seront toujours dégoûtantes. Donc tu peux éventuellement progresser sur du court terme en faisant une technique ignoble, mais ignoble de chez ignoble. Mais à partir du moment où tu fais toujours une technique ignoble, il va y avoir une limite, il va y avoir une super limite, parce que si ça se trouve, les muscles que tu veux renforcer et ceux qui vont t'aider à progresser, ils sont pas renforcés, parce que de toute façon ils sont pas dans ton mouvement, ils sont absolument pas dans ton mouvement. Sur un soulevé de terre, si tu fais toujours avec le dos rond, ton haut du dos, s'il est super faible, si tu n'arrives jamais à maintenir une position main dans la poche, au final ça va te bloquer au bout d'un moment. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression, une technique de, on le voit, on le constate également, une technique de intermédiaire débutant, j'ai envie de dire. De toute façon le débutant, peu importe ce qu'il fait, au final, peu importe ce qu'il fait, il prend. L'intermédiaire, il est toujours débutant au final, il prend également, mais à partir, comme je disais dans une de mes récentes vidéos, si tu fais n'importe quoi à un niveau intermédiaire et sur du court terme, tu auras peut-être un meilleur physique, un meilleur résultat sur du court terme, une fois de plus, que quelqu'un qui traque absolument tout à la répétition près. Mais au bout d'un moment, ton n'importe quoi, c'est toujours la même intensité. Tu dédies ta vie à la musculation, sauf que le Lucas d'hier et le Lucas d'aujourd'hui
d'aujourd'hui, c'est le même, c'est exactement le même. Donc du coup, même si je me donne à 100%, bah, mon entraînement sera exactement le même, sauf que ton entraînement, c'est ton physique, et si tu veux progresser, bah, faut que ton entraînement progresse, peu importe le format. Rep, tension, j'en sais rien, moi, drop set dans tous les sens, etc. Faut que tu fasses mieux, et ça, avec une technique avec une technique nulle, on va dire, c'est intraquable, et c'est impossible de progresser. Donc, la conclusion, c'est que le mec qui est un peu expérimenté, il sera obligé d'avoir une bonne technique, et c'est pour ça qu'on voit les mecs qui s'entraînent très lourd, merde, craché sur mon truc, ils s'entraînent très lourd, ils ont toujours une technique irréprochable. Il y en a qui me parlent de Branch Warren, etc. Et on enlève tout le côté dope dans l'histoire. Ceux qui s'entraînent comme des bourrins, ils voient leur point faible, ils voient leur point fort exploser, bien sûr, parce que le point fort, peu importe ce que tu fais une extension genou, tu auras des épaules, si tu as des épaules longues, etc. Ouais, tu vas toujours recruter. Ouais, mais le point faible, il va dormir. Enfin, c'est pas qu'il va dormir, c'est qu'il a moins de potentiel de recrutement, donc il va avoir besoin de plus d'attention. Donc si tu cherches à orienter ton travail vers les points faibles, il va falloir que tu mettes de l'attention. Pareil, si je fais un tirage à la Ronnie Coleman, le T-bar row, comme un gueudin, pareil, tout le monde peut mettre 10 plaques, mais si ton point fort, si tu as des longs bras, etc., et en plus tu as un point fort biceps, et que ton mouvement, au final, tu vois que ton coude, il passe pas derrière ton flanc, bah, tu as 0 trapèze, mais pourtant tu vas faire ta répétition de A à Z, et tu peux même baser ta progression là-dessus, mais où est l'intérêt si tu recrutes pas ce que tu veux recruter sur le mouvement, tu vois. Donc c'est toujours cet entre-milieu à conserver et à trouver, il faut rester dessus, quoi. Il faut absolument rester dessus. Mais Internet aime les extrêmes, hein, on l'a bien compris de toute façon. Ouais, ça va être un sujet un peu en dehors de l'entraînement, mais j'ai l'impression, et toi tu vas avoir la même conclusion, c'est que une majorité, ou non, une partie des gens qui vont sur des vidéos, notamment, non, j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu donnes ton avis, c'est pour se faire rentrer dedans. C'est que j'ai l'impression que le viewer de base, il n'arrive pas avec une bonne mentalité sur ta vidéo généralement. Je veux pas généraliser, mais en musculation par exemple où il y a beaucoup de théorique, bah, c'est parce qu'on est coach et du coup les gens ils ont tous leur opinion et quand ils entendent quelque chose qui correspond pas à leur croyance, ça ne marche pas. Mais quand je fais une vidéo théorique, quand je donne mon point de vue, peu importe où, généralement ça se passe mal en fait. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que les gens font des vidéos débiles, des vidéos sans point de vue, des vidéos sans apporter quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas d'occasion de te faire rentrer dedans au final. Parce que si tu essayes d'amener quelque chose, si tu essayes de faire évoluer ou d'amener un mieux en tout cas, ou d'amener ton point de vue, mais tu vas forcément te faire rentrer dedans. Et le problème, c'est pas d'être contredit, le problème, c'est de se faire rentrer dedans en fait. C'est qu'il n'y a pas d'autre possibilité. C'est que ce que tu dis, c'est n'importe quoi, c'est absolument n'importe quoi, ça peut pas marcher. Moi, j'ai toujours fait comme ça a toujours marché comme ça. Et ça, on le voit à tous les niveaux. On voit les débiles qui commandent des trucs de débiles avec de la mauvaise foi, mais on voit également des mecs qui te sortent des pavés comme ça, des pavés énormes, avec peut-être un peu d'arguments. Et le problème, c'est que peut-être qu'il a également raison. Mais que je veux dire par là, c'est qu'il a également raison. C'est que son truc, il est recevable, mais le tien également. Mais la façon dont il va l'amener, c'est qu'il va te massacrer. C'est qu'il va dire que t'as tort, en fait. C'est qu'il va même pas laisser place à ta réflexion. Et ça, ouais, c'est comme pour les blessures, c'est fatigant, je pense, pour le créateur. Ça peut décourager certaines personnes à vouloir amener un contenu nouveau, à vouloir s'exprimer, parce que de toute façon, les gens qui viennent sur tes vidéos, parce qu'une petite partie des gens qui viennent sur tes vidéos, ils viennent sur tes vidéos pour t'en mettre plein la gueule et pour se placer au-dessus de toi, tout simplement, parce que toi, tu es un YouTuber, tu vois. Ça, c'est assez fatigant en tant que créateur. Hein. Absolument. Ouais, tout à fait. Et en fait, c'est encore plus, on le remarque encore plus dans le secteur de la musculation, hein, parce que comme tu l'as dit, c'est un peu abstrait en fait, tout ce qui se passe autour de la musculation. Alors oui, on a des faits, oui, on a des études scientifiques, oui, on sait ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, entre guillemets, parce que est-ce qu'il y a vraiment des choses qui ne fonctionnent pas? Et effectivement, dès que tu commences à donner un avis, et même pas tranché la plupart du temps, hein, parce qu'on fait partie de ceux qui sont les plus mesurés, j'ai envie de dire, hein, et qui acceptent très volontiers le débat et qui acceptent très volontiers d'accepter que certaines autres façons de faire sont absolument valables. Donc c'est quand même marrant que pour les gens les plus modérés, entre guillemets, on se fasse quand même pas mal rentrer dedans. Mais je pense que c'est aussi une minorité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos et qui ne commentent jamais. Et ça, j'en ai beaucoup qui m'envoient des messages privés des fois sur Instagram et qui veulent absolument pas que le reste de la communauté les voit, et qui confirment que c'est des choses qui ont été très importantes dans leur entraînement, qu'ils ont pu tester avec de très très bons résultats. Mais c'est dommage que en fait, ces personnes ne le disent pas. C'est dommage que ces personnes ne le disent pas parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il n'y a que du négatif, enfin, il y a beaucoup de négatifs sur les vidéos où on donne notre avis.
Et ça, je pense que ça va jouer en défaveur du contenu musculation en France, parce que malheureusement, les gens qui regardent les vidéos et qui critiquent pensent que c'est mieux ailleurs, mais quand on a des créateurs qui donnent leur avis et qui donnent en général un avis qui est plutôt bon et plutôt bien argumenté, on leur rentre dedans. Au final, qu'est-ce qui va se passer dans quelques années? On va plus avoir de vidéos de muscu, et puis on va avoir du vlog en salle ou en club de fitness ou je ne sais quoi, et plus personne ne donnera son avis parce que de peur de se faire insulter. Ouais, c'est un peu moi ce qui m'arrive en ce moment, c'est que je me rends compte que malgré tous les sujets que j'amène, et je veux pas être brutal et nous mettre au-dessus, mais il n'y a pas grand monde qui amène quoi que ce soit de neuf et pas de neuf en fait, d'inédit j'ai envie de dire, sur Internet. Et je me demande, il y a deux solutions. Soit c'est parce qu'ils n'ont rien de nouveau à apporter, parce que voilà, hein, ils restent sur leur base et ils cherchent pas à travailler leur réflexion, à amener quelque chose de nouveau. Ils veulent juste parler des sujets connus, etc. Ce qui peut être très bien aussi. Hein. Tout le monde ne prend pas le temps qu'on prend pour rechercher et tout, etc. L'autre, c'était soit ils osent pas, tout simplement parce qu'ils ont compris que si tu amènes un truc nouveau, ça marchera pas, parce que les gens ils ont peur du changement, c'est sûr et certain, ou alors ce sera sujet à polémique, hein, ce qui rejoint ce qu'on avait juste avant. Je vois mes vidéos, quasiment toutes mes vidéos, mes réflexions sur le volume, etc. C'est pas assez concis, donc le problème c'est qu'il y a pas de, comme tu disais, c'est très vaste, il n'y a pas de vérité absolue, etc. Il faut afficher le contexte avant de donner l'information, et ça prend 20 minutes à l'oral, tu vois, ça prend 20 minutes, c'est pas possible. Et encore, c'est même pas une conversation, c'est moi qui parle tout seul, donc si c'était une conversation, ça pourrait rebondir dans tous les sens. Mais j'ai l'impression que ce genre de vidéo, que les gens n'ont plus envie en fait. Les gens n'ont plus envie, notamment avec mon profil, peut-être parce que j'en ai trop fait, parce que ma fréquence était trop élevée, j'en sais rien. Mais les gens, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus envie d'entendre de la réflexion autour du training, et pas forcément des nouvelles études et tout, etc. Parce que quand on voit c'est en Angleterre, c'est au Canada, non, en Amérique, Jeff Nippard, etc., il amène toujours des trucs assez intéressants, et c'est vachement regardé, c'est énormément regardé. Donc je me dis que dans le monde, en tout cas, peut-être pas en France, mais dans le monde, il y a encore de l'intérêt envers cette réflexion autour de la musculation et tout ce qui est science-based, etc. Mais chez nous, là, j'ai l'impression que moi, mes vidéos, c'est sur ce sujet, en tout cas, c'est cuit. C'est cuit, soit j'en ai trop fait, j'ai cramé mon public, j'ai absolument cramé mon public, ce qui est possible, hein, j'en ai trop donné d'un coup, et donc au final, voilà, ok, il va encore nous amener une réflexion, mais ça va pas changer ma vie. Moi, je pense que justement, si j'ai cette réflexion après presque 10 années d'entraînement maintenant, et je l'ai que maintenant, c'est que probablement, tu n'es pas au courant. Tu n'y as peut-être pas encore pensé, tu vois, parce que c'est rare les personnes qui ont au moins 10 années d'entraînement, généralement dans nos sections commentaires, et ça va peut-être arriver, et je vous le souhaite, mais c'est relativement rare. Donc toutes mes réflexions, je me dis, tous ces trucs sur la génétique et autres, ça va pas révolutionner les vies, mais ça va permettre de relativiser pas mal. Tout le monde est frustré d'avoir des petits pectoraux, et j'aime bien vous faire comprendre pourquoi, en fait. Tu le fais très bien, hein, parce qu'elles sont parfaitement claires, ces vidéos. Ouais, mais je pense qu'il n'y a pas, comme tu l'as dit, je pense qu'il n'y a pas comment dire, les gens sont pas forcément saoulés du contenu, mais c'est juste qu'on s'adresse, et ça c'est mon avis personnel, hein, ça peut se discuter, je pense qu'on s'adresse à une audience différente de l'audience qui pourrait regarder les vidéos muscu aux États-Unis par exemple. Parce que quand je les regarde, les vidéos aux États-Unis, les vidéos qui sont bien construites sur des études scientifiques, etc., le contenu n'est pas si fou que ça. Il y en a plein en France, et je pense en faire partie, t'en fais partie aussi, qui transmettent les mêmes informations aussi bien, voire même des fois mieux, mais il n'y a pas les mêmes retours. Il n'y a pas les mêmes retours en France. Je pense qu'en France, d'une part, le public en musculation maintenant est relativement jeune, et plus jeune que celui aux États-Unis, ça c'est clair et net. Et deuxièmement, il y a une espèce de comment dire, les gens doutent. Les gens ne veulent pas accorder leur confiance à qui que ce soit. Ils ont l'impression que dès qu'on va partager du contenu, que ce soit gratuitement ou non d'ailleurs, hein, parce que sur YouTube, faut pas oublier qu'on fait ça gracieusement. Parce que moi, même avec 400 000 abonnés, je gagne moins de 1 000 € par mois avec mes vidéos YouTube, hein, brut. Donc c'est-à-dire que net, il reste absolument rien dans la poche. Donc ce contenu sur YouTube, on le fait gracieusement. Mais les gens ont l'impression qu'il y a une malhonnêteté, bizarrement, qui n'existe pas avec les influenceurs ou les créateurs
dans les autres pays, ou en tout cas qui existe, mais c'est pas aussi flagrant. Donc je sais pas comment expliquer ça, je sais pas, peut-être que le public va évoluer, peut-être que le public va gagner en maturité et que ça changera dans quelques mois ou quelques années, ou peut-être que c'est intrinsèque au public français et qu'on n'arrivera jamais à gagner la confiance de plus de personnes. Alors je sais qu'on l'a déjà gagné, on a déjà gagné la confiance de pas mal de gens, qui savent que ce qu'on dit, c'est basé sur notre expérience et nos connaissances, et qu'il ferait bien de nous écouter. Mais il y a encore une grande partie des gens qui, comme tu l'as dit juste avant, sont là pour déverser leur haine et leur manque de confiance. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant, mais je pense que c'est juste une passade. À mon avis, ton contenu, ton audience et les retours que tu vas avoir par rapport à tes vidéos vont changer une fois que tu dépasseras les 100 000 abonnés. Et moi, pareil, il y a eu une période de moins bien, qui est vite reparti quand ça a continué à progresser, et puis là c'était pareil, passer les 300 000 abonnés, petite période de moins bien, et puis là ça repart. Donc je pense que c'est des cycles, et à mon conseil d'amis, juste entre toi et moi, il faut continuer à produire, et puis continuer à faire ce qu'on aime, et je suis persuadé que, regarde moi, je suis arrivé à atteindre 400 000 abonnés avec du contenu pure musculation, presque zéro vlog. Donc je pense qu'il y a quand même un intérêt, il faut juste continuer à le faire et pas trop s'en faire pour ceux qui prennent, pour ceux qui sont pas convaincus, quoi. Oui, le problème c'est pas, enfin non, le problème c'est pas que les gens n'adhèrent pas à ce que tu as à dire, parce que ça arrive partout, hein. Je suis pas, généralement on fait pas des vidéos même pour convaincre les gens. Tout ce qu'on veut faire au final, c'est changer notre point de vue, notre façon de faire, pour éventuellement les gens qui veulent écouter. Donc c'est pas étonnant, en tout cas je m'étonne pas d'avoir du négatif ou quoi que ce soit dans une session commentaire, ou des gens qui veulent argumenter, et heureusement, sinon les sessions commentaires elles serviraient pas à grand chose, parce que recevoir des fleurs en permanence c'est bien beau, mais j'adore quand il y a un beau commentaire, tu vois, un beau commentaire qui amène le débat. Je pense que c'est la meilleure chose, surtout pour nous créateurs. On a besoin également, enfin la musculation c'est la musculation, tu l'as dit, et même s'il y a plein de choses et ça évolue tous les jours, il faut des sujets, il nous faut des sujets à amener, et vu que nous deux on n'est pas dans ce créneau comment perdre du gras sur le bide, du coup il faut amener des sujets qui viennent intéresser notre audience, et notre audience qui est clairement même débutante, mais clairement intéressée par leur progression, intéressée par tout ce qui est l'autour et la musculation au final. Comment être le plus optimal pour progresser, à quoi ressemble, c'est pour ça que je fais des vlogs de temps en temps aussi, à quoi ressemble en fait le quotidien de cette personne que tu regardes, qui te transmet cette information, en quoi il est legit au final. Et c'est pour ça que j'adore montrer de l'entraînement également. C'est que la théorie c'est indispensable, mais la pratique et l'effort en salle, donc la pratique en soi, c'est pas dissociable. C'est que il faut en chier, tu vois. Ça n'existe pas les belles photos après l'entraînement, sauf tout nu au final. Si tu feras pas une selfie après un entraînement, c'est pas possible. Tu finiras jamais sec, alors même sauf si t'es je sais pas moi, au Canada ou quoi que ce soit, après un entraînement tu vas forcément en prendre plein la gueule, et ça va être de pire en pire. Et les gens arrivent à me dire que tu te plains trop. Mais au final, je me plains pas trop, j'amène les faits. Dans ma dernière vidéo, je dis je suis obligé de faire une sieste quasiment quotidiennement en après-midi, après mon entraînement, si je veux pouvoir travailler par la suite en étant productif. Parce que clairement, j'en arrive à un point, si je veux continuer à progresser, où je m'en mets plein la gueule, en salle, et ça fait mal, mais ça me permet de progresser. Mais donc du coup, effectivement, le système nerveux, même si tu fais pas de la force athlétique, il prend la douille, parce que les gens s'imaginent que le système nerveux, il prend que cher quand on a des pourcentages élevés dans les mains, mais au final, c'est l'effort qui fatigue ton nerveux, c'est pas le fait que ce soit une charge qui te paraît assez impressionnante ou pas. Donc j'aime bien montrer ça dans des conditions un peu plus, avec une approche un peu plus pratique. Mais c'est vrai que je commençais à lâcher la théorie, parce que je sais pas, j'ai l'impression que les nouveaux, non, qu'il n'y a pas de nouveaux en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de nouveaux, enfin si, il y en a forcément, notamment quand on voit tes abonnés, donc je me dis que ça fait longtemps que tu fais du contenu, et effectivement la dernière fois que j'avais checké, tu avais 300 000, et là tu as presque 400 000, donc ça a super bien monté, donc c'est forcément des nouvelles personnes. Et c'est potentiellement pas mal de gens qui ont commencé dans les 5 ans qui ont précédé.
Donc il y a des nouveaux qui sont intéressés, mais j'ai l'impression qu'avec, peut-être que c'est mes titres qui sont trop compliqués, j'en sais rien, et qui attirent pas assez justement ce nouveau, parce que c'est vrai que quand je mets ce que personne n'a compris sur le volume, bah déjà ça rentre pas dans le titre de YouTube, donc tu vois même pas marquer le mot volume, et mes miniatures font un peu trop peur aux débutants, mais ouais, mon impression c'était qu'il n'y avait pas de nouvelles vagues, il n'y avait pas de nouveaux intéressés. Et pourtant je les vois, notamment sur d'autres chaînes, je regarde les chaînes, la chaîne de Marine ou quoi que ce soit, je vois qu'il y a plein de monde qui est intéressé par le sport. Il y a vraiment plein de monde qui est intéressé pour le sport. Et bah là du coup après ce podcast c'est plus ma remise en question de mon approche en fait. C'est que c'est ma façon de faire, ma façon de partager qui ne doit pas être suffisamment accueillante, j'imagine, pour ces personnes. Donc je vais voir à retravailler là-dessus, j'imagine. Il faudrait que je retravaille mon image plutôt à travers ce que je partage sur Internet. Enfin bref, assez parlé de moi. L'autre point que je voulais, c'était ton training et tes objectifs. Je sais pas à combien de temps on en est sur ce podcast, je vais regarder, pardon pour le bruit. Une demi-heure là, non? Une demi-heure, ok. Bah, on va parler de ça parce que j'aimerais bien savoir, parce que pour le coup je ne sais pas. Juste avant je t'ai dit peut-être que tout d'un coup tu as voulu arrêter de perdre du poids, tu veux continuer à descendre, qu'est-ce que tu veux faire par la suite, est-ce que c'est juste pour ton kiff, est-ce que tu as commencé à remanger, qu'est-ce que tu fais à l'entraînement, à quoi ressemble ton entraînement, etc. Ouais, alors, pour remettre un petit peu les choses dans l'ordre, j'avais fait un déficit au mois de décembre où j'étais descendu à 95 kg. Et ça s'était bien passé, j'étais clairement pas sec, hein, mais 95 kg c'est un poids où je performe et je me trouve bien. Je me trouve bien dans le miroir, torse nu quand je suis congestionné, je me dis c'est bien, là je vois que je fais de la muscu et tout se passe bien. Et je suis pas forcément trop restreint niveau bouffe pour pouvoir continuer. Et ce qui se passe c'est que j'ai stabilisé ça, mois de janvier-février. Et février, petit pépin à l'épaule, donc c'est à ce moment-là où c'est arrivé. Donc mi-février à peu près. Et après, de février jusqu'à juin, bah, j'ai continué à rester au même poids, à stabiliser, à essayer de me battre pour pas remonter à 100 kg, parce qu'il ne faut plus jamais de ma vie que je remonte à 100 kg. Je trouve que c'est un poids qui est beaucoup trop lourd et qui, même si je me sens bien, même si je peux bien manger, esthétiquement, c'est pas un poids où je me plais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est important. Donc j'ai essayé tant bien que mal de stabiliser quelque chose entre 95 et 96, ce qui a plutôt marché, parce que là, ce matin, j'étais à 96 kg. Donc depuis le mois de décembre, c'est bien stabilisé. Mais je t'avoue que j'aurais bien aimé descendre encore plus pour voir si jamais j'ai fait des progrès depuis ma dernière vraie sèche qui remonte à 2015. Mais je me rends compte, et tu sais, ça fait partie des remises en question, etc. Je me rends compte que j'ai zéro motivation à me mettre la misère pour descendre à 90 ou 89 kg. Zéro motivation. Alors qu'avant, 2015, 2014, 2013, j'étais limite content de faire ma sèche, d'aller faire mon cardio, de traquer tout au gramme près. Mais là, je sais pas si c'est le fait qu'il n'y ait pas de compétition prévue ou qu'il n'y ait pas d'échéance précise, mais j'arrive pas à me mettre dans le bain. Donc j'arrive à descendre jusqu'à 95, c'est bien. D'ailleurs, je suis sur la dernière photo Instagram que j'ai postée, la torse nu, je suis à 96. Donc c'est un poids où je m'aime bien, mais j'arrive pas à descendre au-dessous. Et faut être réaliste, j'aime bien manger, je suis gourmand. Et je sais pas si un jour je retrouverai la motivation de me remettre la misère pour atteindre un 90 kg ou 89 ou 88 s'il n'y a pas de vraie échéance. Donc c'était un peu une période bizarre depuis le mois de décembre, parce que mon entraînement n'a pas été mauvais, il a même été plutôt bon. Mais ceci dit, vu que il n'y avait pas d'objectif précis, vu que je ne savais pas si j'allais pouvoir me réentraîner parfaitement avec mon épaule, si je vais avoir envie de continuer ce déficit, si je vais stabiliser ou si je vais tout lâcher pour remanger comme un porc, donc c'était un peu une période de transition. Donc ce qui se passe, c'est que je m'entraîne toujours avec un max d'intensité, ça n'a jamais changé depuis que j'ai commencé l'entraînement. Donc je prends toujours un max de plaisir à toutes mes séances d'entraînement, mais disons que c'est un peu plus instinctif que certaines autres périodes. Il y a certaines périodes où c'était vraiment carré de chez carré, où j'avais mes tableaux, j'avais mes graphiques, je savais ce que je faisais, ce que j'allais faire le lendemain. Là, j'y vais un peu plus au feeling depuis plusieurs mois. Depuis peut-être le mois d'avril, j'y vais un peu plus au feeling. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas de gains ou que je ne progresse pas, mais disons que c'est beaucoup moins cadré. Donc la suite, je ne sais pas. On verra comment ça se passe, comment ça se goupille. Avec Victoria, mon collègue de la salle, on a très rapidement, mais quand je te dis rapidement, c'est très rapidement, envisagé l'idée de faire une compétition. Mais moi, même si je sais que ça pourrait être un objectif stimulant parce que ça me permettra de descendre en masse grasse,
En fait, j'ai pas envie de me mettre la misère et je sais que j'ai tellement d'autres projets en tête qui seraient ralentis avec une diète, avec une sèche, avec une prépa de compète, que je me dis, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce qu'à 30 ans, je ferais pas mieux de continuer à développer mes entreprises plutôt que de vouloir remonter sur scène pour de toute façon ne pas faire de résultats, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, il y a très peu de chances pour arriver à faire quelque chose, que ce soit en main physique ou en bodybuilding de toute façon. Donc est-ce que ça en vaut la peine? Comme quoi, même après 10 ans, on peut encore se remettre en question et se demander qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Ouais, surtout que tu le disais, on en parlait dans un podcast, ou tu le disais dans une vidéo, je sais plus, les critères, ils ont vraiment bougé. Quand je vois les physiques en 2012, les requis en 2012 et les requis maintenant, c'est le jour et la nuit, quoi. Ça se compte en kilos, en fait, la différence. C'est ça le problème, c'est que c'est vrai que là, si tu veux remonter sur scène et... bon, si tu pars pas en étant compétitif, parce que de toute façon, il y a tellement de dopage que bon, bref, mais que tu te dis, je veux être fier de moi, et je veux ne pas avoir l'air ridicule, éventuellement, que ce soit dans ta tête ou non, que tu te sentes bien sur scène en tout cas, pour être en condition en tout cas. Effectivement, c'est plus 89 kilos qu'il va falloir, là, et ils vont vouloir te faire descendre avant rebond à 84, 83, et sur scène peut-être à 86, tu vois. Mais en soi, effectivement, ça va... Enfin, genre, je l'ai bien vu en 2017, ça met une quille à ta vie pendant quelques mois, hein, si ce n'est une année, ça dépend où est ton point de départ. Mais tu as bien raison sur cette réflexion, c'est est-ce que ça vaut le coup en fait? Est-ce que ça vaut le coup et qu'est-ce que tu vas en tirer et est-ce que tu en as vraiment envie? Exact, et faut pas se voiler la face, hein. J'ai plus 22 ans et à 22 ans et à 30 ans on se pose pas les mêmes questions. À 22 ans c'est cool d'avoir des abdos, de se dire ouais je suis monté sur scène, j'ai relevé ce challenge, j'ai fait ma diète jusqu'au bout, je suis fier de moi. Maintenant à 30 ans c'est pas les mêmes objectifs. Je sais que même si j'arrive à faire une diète, même si j'arrive à descendre en poids, etc., à mon avis, il y aurait une part de regret ou de culpabilité de me dire « Putain, j'ai laissé de côté quand même tous ces trucs que j'aurais pu développer un max. » Et ça, je sais pas si je suis prêt à faire la concession. Donc, en fait, pour tout dire, j'essaye de trouver la meilleure façon de pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles en ayant le quotidien le plus facile possible. Ouais. Et ça, je pense que ça prend du temps et ça va encore en prendre, même si ma qualité de vie, entre guillemets, elle s'est grandement améliorée par rapport à il y a 6 ans en arrière où j'étais complètement psychopathe, où je voulais pas aller au restaurant, je voulais pas faire de week-end avec mes amis, alors que j'avais pas forcément des meilleurs résultats que maintenant. Donc de ce point de vue-là, il y a déjà de gros progrès. Mais maintenant, j'essaye plutôt de viser le long terme. Et je pense que plus le temps va passer, et plus ça sera plus vraiment une question de est-ce que je vais pouvoir réussir à atteindre ce poids-là, c'est plutôt est-ce que je vais pouvoir réussir à conserver le poids que j'ai maintenant. Sachant que ce que tu as actuellement, tu te reposes pas sur tes lauriers, quoi. C'est que même... ça, c'est clair. Une maintenance, donc maintenir sa masse à haut niveau, c'est un challenge quotidien au final. C'est pour ça que la progression, ça devient limite utopique à partir d'un certain moment. Ou alors il faut vraiment mettre une priorité sur sa progression dans sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire garder son nerveux que pour son entraînement. Aller s'entraîner, c'est la première chose que tu vas faire dans la journée et c'est la première chose que tu vas avoir en tête. C'est le seul objectif que tu vas avoir en tête. Tu vois. C'est ce que j'ai un peu... En fait, c'est ce que j'ai un peu en ce moment, moi, c'est que je suis focalisé sur ma progression parce que là, je suis en Angleterre, j'ai la salle juste à côté et tout, etc. Et j'ai pas d'éléments extérieurs qui viennent faire que, même si ce serait cool également d'avoir des événements extérieurs qui viennent occuper mon esprit, mais pour l'instant, c'est la salle. Et c'est pour ça que j'ai un bon physique actuellement, c'est que l'entraînement est une priorité. Mais ça, ce n'est pas tenable sur le long terme. Ou alors, il faut que je choisisse de mettre cette priorité à vie, ce qui n'est pas le cas, parce que on va pas se mentir, si tu n'as pas une bonne génétique, et ça c'est quelque chose qui est constatable absolument partout, si tu n'as pas une bonne génétique, oublie mec. C'est que tu feras de toute façon rien. Tu feras de toute façon rien sur scène. Si jamais tu veux être récompensé, ça n'arrivera pas. Dopage ou pas, etc., ça n'arrivera pas. C'est comme ça. Il faut vraiment naître pour briller sur scène. Sinon, c'est cuit. Sinon, c'est absolument cuit. Donc là, je suis dans cette période où je me fais kiffer parce que je progresse et tout, et j'adore ce truc hardcore, bodybuilding, etc. Mais au final, ça va m'amener nulle part. Et si mon physique est bien actuellement, c'est parce que mon équilibre de vie est pourri. C'est de la merde. C'est que c'est exactement le même que j'avais en 2014 ou en 2015. C'est que tout le reste, même si je travaille à côté,
ça n'a pas d'importance, tu vois, ça n'a pas d'importance. Donc autant maintenant, comme tu disais, moi aussi je suis suffisamment mature pour réussir à être chill à côté, vraiment chill à côté, mais j'ai pas cette légèreté comme j'ai pu avoir notamment en 2016. 2016 c'était une année vraiment légère pour moi niveau entraînement et focus sur l'entraînement, et du coup ça se voyait sur le physique, c'est pas tristement mais c'est comme ça, c'est une constatation. Et si c'est pas ta priorité, tu n'auras pas un bon physique, mais si c'est ta priorité, il faut se poser des questions en fait, il faut se poser des questions, c'est est-ce que vraiment tu veux que ce soit ta priorité dans la vie? Est-ce que c'est ta vie? Qu'est-ce que tu veux en faire? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Est-ce que ça t'apporte plus de bien que de mal? Je pense qu'il y a une grosse réflexion et ça demande un encadrement, je pense. C'est pour ça que c'est peut-être bien d'avoir des coachs quand on est même intermédiaire, voire avancé. C'est parce que le pratiquant, psychologiquement, il est faible. Il est faible parce qu'il veut tout, il veut absolument tout. Il veut avoir une vie géniale, mais il veut absolument être le meilleur bodybuilder qu'il puisse être. Mais les deux ne vont pas ensemble. C'est que si tu veux être le meilleur bodybuilder, et une fois de plus, je rappelle, naturel ou pas, si tu veux être le meilleur bodybuilder, il va falloir mettre une priorité sur ton entraînement, mais il va falloir réfléchir à ce que ça va t'apporter et est-ce que ça mérite sa place. Est-ce que ça mérite sa place dans ta vie, tu vois? Sachant que même moi qui suis wannabe bodybuilder, qui suis coach, qui est dans le milieu, au final, ça n'a pas sa place dans ma vie. Ça ne devrait pas être ma priorité, tout simplement. Parce que je ne suis pas compétitif, parce que de toute façon, je n'avais pas le potentiel d'être compétitif. Et donc, du coup, j'ai réglé mon esprit sur, de toute façon, je ne serai pas bodybuilder. De toute façon, je ne vais pas monter sur les planches internationales, parce que je n'ai pas la structure pour ce sport, pour cette discipline, au final. Mais là, en ce moment, je suis suffisamment con pour continuer sur cet acharnement. Mais c'est quelque chose que je vais essayer de résoudre d'ici la fin de l'année, parce que ça m'amène nulle part. Et ce n'est pas bon au niveau santé mentale, tout simplement. Donc ouais, l'encadrement là-dedans, c'est important. C'est pour ça que c'est important, je pense, d'avoir d'être bien entouré, d'être super bien entouré, même quand on fait du bodybuilding au final, pour garder les pieds sur terre. Et d'essayer de prendre du recul, de temps en temps, parce qu'effectivement, il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser. Et moi, de toute façon, j'ai pas envie de refaire de la compétition. Mais si on a abordé l'idée avec Victorien, c'est parce que ça nous met vraiment une date butoir qui nous permettra de tenir le coup. Et maintenant, il faut dire ce qui est avec l'âge entre guillemets. Je porte un peu plus d'importance aux autres plaisirs de la vie. C'est que je veux pouvoir sortir, je veux pouvoir manger, je veux pouvoir apprécier ma vie, tout simplement. Et le problème, c'est que le bodybuilding, ça t'empêche clairement d'apprécier ta vie. Tu peux pas partir en voyage quand tu veux, tu peux pas partir en week-end quand tu veux, tu peux pas aller manger au resto quand tu veux, il y a plein de choses. Il y a plein de choses que tu peux pas faire, tout simplement. Tu peux pas aller te coucher quand tu veux, tu peux pas te réveiller quand tu veux. Donc c'est clair que c'est une routine. Et même si j'adoptais cette routine, même si je décidais de tout optimiser, mon physique changerait probablement, mais pas tant que ça. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de tout mettre de côté pour gagner quelques grammes de muscle et perdre quelques grammes de gras? Donc, j'essaye encore de résoudre cette équation. On verra comment ça se passe dans les prochains mois. Ouais, je pense que ta réflexion est bonne et c'est... Sauf si c'était un kiff avec Victorien, je pense que tu aurais du mal à trouver actuellement enfin c'est toi, tu choisis, mais une motivation suffisante pour te dire que je vais perdre 15 kilos et je vais monter sur scène, tu vois. Parce que ça va te prendre une année, quoi. Ça va te prendre absolument une année, et comme tu disais, si tu as des choses en tête, c'est pas le moment, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a beaucoup de papas bodybuilders. C'est qu'une fois que tu es installé, tu as fait ta vie et tout, etc., tu peux, peut-être, dans ton emploi du temps, t'imposer cette année de prépa, parce que là on parle bien d'une année, au bout d'un moment c'est plus quelques mois, etc. Parce que le niveau il est incroyable en fait sur la scène maintenant, que ce soit une fois de plus naturel ou pas, il faut en manger ou ne pas manger justement. Donc c'est vrai que 20 ans, 25, 35 ans, je pense que c'est pas les bonnes années pour concourir, parce que t'as trop de choses à faire, t'as trop de choses en tête, t'as trop de choses à faire, t'as trop de responsabilités, t'es plus tout seul en fait, comme tu disais, t'as plus 20 ans, t'es plus tout seul. T'es plus tout seul, t'as des priorités, t'as d'autres priorités dans la vie, mais bon, une fois de plus, c'est un choix personnel, mais à moins que tu t'envoies, autant faire un shooting un peu sec, comme les shootings fitness de nos jours, avec Victorien. Je pense que ce serait quelque chose qui serait suffisamment challengeant, parce que de toute façon, tu vas vouloir être sec, au moins plus sec que Victorien, et donc du coup, ça pourrait être un challenge assez intéressant. De toute façon, ton physique sera épique, parce que t'as tellement de masse musculaire maintenant, que même maintenant, avec un poids élevé par rapport à ta taille, même si tu es plus grand, donc du coup le ratio est pas le même qu'une personne plus petite,
si tu perds déjà même là, t'es à 86, si tu perds 4 kilos, tu vas rendre extraordinaire. En plus, avec une photo, un pump et un peu de retouche, tu vas être les dieux, le dieu de la salle, en tout cas, tu vois, pas les dieux du stade, parce que bon, voilà, mais le dieu de la salle. donc je pense qu'un petit truc comme ça, un petit challenge, ça peut être super sympa, histoire de faire des belles photos, constater la progression, comme tu l'as dit, parce que c'est le problème du gras, hein, on voit rien, on voit absolument rien, et si la progression, elle se mesure en millimètres, bah, va falloir vraiment être sec, hein, va falloir vraiment être sec. Donc ça peut être intéressant. Et je pensais à un dernier désavantage, et on en a déjà parlé, dans une vidéo, et ça m'était resté en tête, c'est l'histoire du livreur de pizza, et c'est que le problème, ouais, ça c'est un sacré problème pour tout bodybuilder, ou même tout musculeux, c'est que si... Il y en a qui parlent de 10% body... Ah ouais, la notion de body fat c'est compliqué sur internet, mais si tu es suffisamment sec, et bah, tu n'auras plus ce pourquoi tu as commencé la musculation. Je grossis, mais beaucoup d'entre nous, en musculation, ont commencé pour se démarquer. Et pourquoi? Parce qu'un homme veut l'attention des femmes, c'est comme ça, tu vois. Mais le problème, c'est que plus tu vas progresser, et éventuellement, si tu restes relativement sec, parce que tu vas avoir des abdos, parce que réseaux sociaux, parce que j'en sais rien, moins tu auras envie de cette jante féminine, tu vois. Tu y penseras même plus au final. Et c'est pas parce que tu es focus sur ton entraînement, c'est parce que de toute façon, hormonalement, t'en as plus rien à foutre, tu vois. Et ça, c'est un gros problème pour la musculation et pour le musculeux en général. Et personne n'en parle parce que forcément, les mecs, ils ont leur fierté, tu vois. Mais le problème de ce choix de bodybuilding, de vie de bodybuilder, etc., c'est que si tu veux vivre vraiment ta vie, bah, il va falloir être gras, tu vois. T'as pour dire que ouais, être relativement sec, et sachant que les critères de nos jours pour avoir un niveau en musculation, c'est d'être sec, même si c'est un peu stupide, mais c'est comme ça, bah, tu n'auras plus de libido, et ne pas avoir de libido, je pense que c'est quelque chose qui, psychologiquement, même si tu te rends pas compte, parce que tu n'as plus envie de toute façon, va impacter, et pas de la bonne façon ta vie. Donc il faut aussi se rendre compte que tout est question d'équilibre, l'équilibre est santé, là, comme j'avais dit, et cet équilibre aussi. Moi, mon objectif maintenant, c'est d'être suffisamment gras pour avoir envie de ma femme, mais d'avoir un physique qui me plaît. Et c'est très délicat, et c'est très 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 délicat. C'est très délicat parce que la libido, n'imaginez pas que c'est à partir de les stries sur les pectoraux qu'elle part. La libido, elle part très 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 tôt, elle part extrêmement tôt, ou en tout cas elle diminue extrêmement tôt. Donc il faut être gras, il faut être gras parce que c'est comme ça que ça marche, j'imagine. Il y a aussi une histoire de dépense, j'imagine, plus tu te dépenses, moins ton corps amène de l'énergie pour ce genre d'activité. Mais je trouve que le challenge du bodybuilder en off-saison est très compliqué, parce qu'il veut ne pas monter trop haut en body fat, parce qu'il a déjà fait l'erreur moult fois dans sa vie, mais il veut également être suffisamment gras pour avoir une vie comme il le désire, en fait, tout simplement, une vie avec libido, etc., parce que dans un couple, on peut en parler, dans un couple, on est pleinement épanoui quand ça marche très bien au lit. C'est comme ça c'est comme ça au final. Et si ça ne va pas, tu te rendras peut-être pas compte parce que tu n'as pas envie, mais sur le long terme, c'est quelque chose qui va poser problème. Combien de relations ont été détruites à cause de ce problème en particulier? Personne n'en parle, mais il y a eu énormément de ruptures. Il y a eu des ruptures dans tous les sens. Et si ta femme n'est pas heureuse, tu n'es pas heureux, c'est comme ça. Donc bon, c'est super compliqué, je trouve. Autant la préparation, c'est simple parce que tu dois juste perdre du poids, tu as ton objectif 7, mais réussir à progresser, à vivre, tout en étant tout en ayant une plus ou moins priorité sur la progression et sur le muscle en off-saison, et en étant actif sur les réseaux sociaux, je pense que c'est un vrai challenge, parce que dites-vous que toutes les personnes que vous voyez secs sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas de vie sexuelle, ils n'en ont pas, c'est comme ça. Cette personne n'est pas pleinement épanouie sur tous les plans, donc encore matière à réflexion au niveau de où se situer et où mettre sa priorité dans la vie. Très intéressant. Ça, c'est simple. Et puis moi en plus, quand je descends un peu trop en masse grasse, je deviens obsédé par la nourriture, mais quand je dis obsédé, c'est vraiment, je me lève, je pense à la nourriture, je marche, je pense à la nourriture, je me couche, je pense à la nourriture. Et cet état-là, on l'aime pas. Ceux qui l'ont déjà testé le savent, c'est pas très agréable. Et même si tu peux faire des belles photos pour Instagram, ça justifie pas vraiment le truc. En tout cas, pour moi, ça ne le justifie pas. Donc voilà, c'est pour ça que mes objectifs là, j'aimerais bien être sec. C'est cool, hein, j'aimerais bien pouvoir faire des belles photos, j'aimerais bien pouvoir montrer mes abdos, mais je sais ce que ça demande comme sacrifice. Et pour l'instant,
je préfère prendre mon temps, quitte à avoir 95 kilos à vie, et ne pas comment dire, ne pas dégrader mes conditions de vie, enfin, aussi simple que ça. Ouais, les sacrifices là, no pain no gain, les sacrifices, c'est pas de la douleur en fait, c'est des plaisirs de vie, des conforts de vie à mettre de côté. Mais est-ce que vous en avez envie? C'est ça la question du podcast. Est-ce que vraiment vous en avez envie? Est-ce que vraiment c'est ça que vous voulez? Réflexion à avoir. C'est pas un discours pour décourager, hein, c'est juste qu'il faut se poser la question, prendre un peu de recul. Et si vraiment t'es prêt à faire ça, fonce. Hein. Nous on l'a bien fait hein, pour dire. Oui, c'est sûr. C'est une expérience, je pense, pour tout bodybuilder à avoir, à faire. Parce que tu en as envie, c'est comme ça, tu en as envie. Mais ceux qui concourent toutes les années, les gars, je sais pas si j'ai envie de dire félicitations pour votre acharnement, parce que ça va pas dans le sens de notre discours ici, mais waouh, ça doit être... Putain, vous êtes vraiment passionné. Moi, à côté, je fais pas le figure, pour le coup. Je fais vraiment pas le figure. Parce que ça doit vraiment pas être... ça doit pas être facile. Ça doit vraiment pas être facile. Et je pense que ces gens-là, même si, on l'a déjà dit, concourir tous les ans, c'est pas intelligent du tout si vous êtes athlète naturel, parce que ce qui va faire que vous allez prendre du muscle progresser, c'est que votre entraînement va progresser, et si vous passez votre temps en déficit calorique, généralement après quelques années d'entraînement, vous ne progressez plus à l'entraînement parce que trop fatigué, etc. Donc concourir tous les ans, votre physique sera toujours le même au final. Donc c'est pas super smart, hein. Réfléchissez bien avant de faire ça, même si ça demande de la reconnaissance sur internet, etc. Je pense que l'impact sur votre vie en général et votre corps, elle est importante. Donc également, ne cherchez pas la reconnaissance avec des compétitions tous les ans. Essayez de faire une off-saison de 5 ans au moins et vous améliorer et revenir plus fort. Parce que de toute façon, vous n'allez pas vivre 20 ans dans votre vie, vous allez vivre, enfin je vous le souhaite, au moins 100 ans. Et vous avez tout le temps de faire une compétition. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'en suis arrivé là, mais ne faites pas de la compétition tous les ans. Kiffez la vie, et en kiffant la vie, vous aurez le temps de progresser à l'entraînement. Voilà. Bon, bah je pense qu'on a une bonne quarantaine de minutes là. Attends, je vais regarder mon petit chrono là. De toute façon, vous allez le voir à l'écran aussi. Donc vous n'allez pas le voir. Tant pis. J'ai abordé tous les sujets que je voulais. Est-ce qu'il y a que j'avais plus ou moins en tête. Est-ce qu'il y a un truc en plus que tu veux rajouter là, pour celui-là, ou non, monsieur? Ouais, tu vois, j'avais envie de parler un peu du coaching parce que c'est un truc que j'ai repris il y a pas longtemps. Et pour ceux qui n'avaient pas suivi, j'avais arrêté le coaching en ligne peut-être en 2015, je crois. Parce que ça prenait trop de temps et que c'était un petit peu compliqué, mais du coup j'ai décidé de le reprendre le 2 juillet précisément, donc il y a 3 semaines à peine, pour un tout petit groupe de personnes, donc ils sont 8, 4 hommes et 4 femmes. Et ce coaching, en fait, ça m'avait clairement manqué. Et je me suis aperçu de plusieurs choses. Et le bilan n'est pas forcément bon. Hein. La première chose, c'est que toutes les personnes qui ont voulu se faire coacher par moi, c'était un peu les mêmes profils. C'est des gens qui ont un peu d'expérience, donc 2 à 3 années en musculation, qui connaissent la musculation, qui savent quels exercices privilégier, qui savent combien de reps il faut faire, qui savent combien de séries il faut effectuer, etc. Mais bizarrement, ils ont un certain nombre de connaissances, mais d'un autre côté, il y a plein de choses qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas, et ils n'ont absolument aucune idée de certaines notions, des notions qui sont absolument indispensables quand on commence la musculation. Et c'est pour ça que dans ce coaching, j'ai proposé à toutes les personnes qui voulaient bosser avec moi de venir faire une séance personnalisée avec moi. Et c'était pas une séance de 45 minutes, hein, c'était entre 3 et 4 heures par personne. 3 et 4 heures où je leur apprenais exactement comment effectuer les exercices, comment ressentir un muscle entre guillemets, même s'il ne faut pas parler de sensations sur internet, autrement on te traite de sorcière. Comment ressentir leurs muscles, comment arriver à trouver le bon angle de travail pour tel exercice, quel exercice choisir en fonction de leur morphologie, etc. Et même après 2 ou 3 ans de musculation, ces personnes-là n'avaient aucune notion de ces choses qui sont pourtant indispensables. Et ça m'a fait poser la question de est-ce que notre contenu YouTube il est vraiment nécessaire en fin de compte, parce que c'est des choses qu'on rabâche assez souvent en fin de compte. Et je trouve ça assez ironique qu'on retrouve des fois en commentaire on connaît tout sur la muscu, il n'y a plus de vidéos à faire, alors que force est de constater que même des gens expérimentés après 2 ans ou 3 ans de musculation n'ont absolument aucune idée de comment bien s'entraîner. Et c'est quand même dommage. Donc d'un côté j'étais content parce que je me disais ah bah c'est cool, je vais être utile, et ils vont pouvoir faire des gros progrès parce que maintenant j'ai pu débloquer un certain nombre de choses.
Mais d'un autre côté, je trouve ça un peu dommage parce que on s'acharne à essayer de transmettre des choses. Des fois, on se fait insulter parce qu'on aborde des sujets qui sont, selon certains, complexes et que, voilà, pour certains, on n'a plus rien à apporter à la musculation. Mais en fait, si. Sinon, toutes les salles de sport seraient inondées de mecs énormes et secs. Mais c'est absolument pas le cas, alors qu'ils sont expérimentés pour la plupart. Donc c'est bien qu'il y ait une remise en question à se faire et se dire que en fait la musculation, il y a encore plein de choses à apprendre. Et quand je dis plein de choses, c'est qu'il y a plein de choses à apprendre. Donc ce petit coaching là, je trouve que c'est une bonne façon pour moi de faire un point sur la pratique de la musculation en France entre guillemets, même si c'est pas mes 8 élèves qui me permettent de dresser une conclusion, quoique. Mais du coup, ouais, ça m'a permis de trouver un peu plus d'inspiration pour mes sujets YouTube, parce que du coup, je vais pouvoir m'inspirer des problèmes et des interrogations de ces personnes, et me dire qu'il y a encore en fait plein de choses à partager. Je suis totalement d'accord, effectivement, les conversations que j'ai généralement également avec des gens même qui me suivent depuis des années, par moment, t'as le réflexe de te dire « mais je l'ai déjà dit ». Je l'ai déjà dit 100 fois, tu l'as déjà vu en plus, non? Tu l'as déjà vu, donc c'est vrai que on a l'impression, enfin souvent, pour ma part, j'ai l'impression d'avoir fait le boulot et que tout le monde a regardé ma vidéo. J'ai l'impression que je tire à la conclusion que, ah oui, tu te souviens de cette vidéo, tu l'as vue, etc. Soit la personne ne l'a pas vue, de toute façon elle ne l'a pas vue, parce que même des gens qui te suivent, ils regardent pas forcément toutes tes vidéos. Soit effectivement, personne ne les a vues, quoi. Quand tu as 150 000 vues sur une vidéo, t'imagines que... Je vais prendre mon truc sur la génétique, là. Les analyses. Je vois, j'ai des vidéos jusqu'à 370 000, notamment avec celle de Thibaut. Donc je me dis, c'est bon, tous les pratiquants de France l'ont vu, tu vois. Et après, je vois d'autres personnes, d'autres créateurs qui font des vidéos avec analyse. Et tu lis en commentaire, mais tu dis, les gens, en fait, ils n'ont absolument pas vu ma vidéo. Ils ne l'ont absolument pas vue. Ils n'ont jamais entendu parler de cette histoire de longueur de segment et de l'impact sur le physique, etc. Donc c'est vrai que je ne sais pas si ça te fait cette sensation de te dire que bah c'est bon, ils l'ont tous vu, je l'ai dit, c'est sur la chaîne et tout, etc. Mais en fait non. Soit les gens n'écoutent pas vraiment, parce qu'ils regardent comme ça, ils zappent un petit peu la vidéo, et ils t'aiment bien parce que c'est toi, et peut-être qu'ils ont envie de progresser parce que tu es la personne qui leur inspire le plus aller de l'avant, et ce qui est très bien ce qui se passe généralement. Mais au final, il y a plein de choses à faire. Même avec des gens qui regardent tes vidéos, même avec des gens qui passent leur vie à apprendre, comme moi par exemple, j'ai toujours des trucs à apprendre. Et des trucs peut-être que je pensais acquis qui ne le sont absolument pas. Mais en fait, absolument pas. Il y a des détails que j'oublie, etc. Donc pour moi, c'est pas près de mourir tout ça. C'est vrai que les gens me disent il n'y a plus rien à apprendre. Mais si on sort encore des vidéos, toi et moi, parce qu'on est plus ou moins les seuls à amener des sujets qui sont pas déjà rabâchés 150 000 fois sur la toile, c'est pas pour rien en fait. C'est pas pour rien, c'est qu'on les sort pas de notre poche et on cherche pas à réinventer la musculation. C'est des réflexions, c'est de la recherche et c'est un partage tout simplement sur des principes qui sont, ou des thèmes qui sont incompris. Comme par exemple ma vidéo sur le volume, ou les pourcentages d'activation, la technique, etc. Tout ça, on en a déjà entendu parler, c'est sûr, mais quand tu poses la question à quelqu'un, le mec il fait je sais pas, en fait je sais pas. Je connais le mot volume, je connais le mot technique, mais je sais pas tout ce qu'il y a autour en fait. Je ne saurais pas avoir une conversation sur ce sujet, j'en sais rien. En fait c'est ça le truc, c'est qu'ils pensent savoir, mais en fait ils ne le savent pas entièrement. Pour la plupart, il y a des gens qui sont très calés, probablement plus calés que nous d'ailleurs, mais il y en a plein, énormément, et une grande majorité sur YouTube qui n'ont absolument pas conscience de tout ce qu'il y a autour, certains termes ou autres en musculation. Donc je pense qu'effectivement, comme tu le dis, et maintenant en plus avec mon nouveau mindset, ce que tu m'as apporté dans ce podcast, c'est qu'il y a du boulot encore. Et il y aura toujours du boulot en fait. Il y aura absolument toujours du boulot. Et qui plus est, tu vois, ces 8 personnes que j'ai choisies, c'est des gens qui me suivent depuis longtemps, depuis qu'ils ont commencé la musculation. Ils ont, selon leur dire, regardé toutes mes vidéos, etc. Et pourtant, au bout de la première minute de coaching personnalisé en live à la salle de sport, il y avait un paquet de trucs à modifier, Et c'est pas vraiment leur faute, parce que je leur en veux absolument pas. Mais il y a encore une remise en question à se faire. Et ça, c'est intéressant, peut-être pour les personnes qui visionnent cette vidéo-là ou qui écoutent ce podcast et qui voudront réagir sur YouTube. Est-ce que vous vous y connaissez si bien que ça? Parce que nous, enfin je dis nous, je t'inclus dans la discussion, Lucas, après presque une décennie de musculation, moi tous les jours je me dis mais attends, mais est-ce que je fais bien de faire cette chose-là comme ça et pas autrement?
est-ce que je ferais pas mieux de changer ça? Est-ce que je ferais pas mieux de changer ça? Et notre décision va se baser non seulement sur notre expérience, sur de l'expérimentation forcément, et de ce qu'on va pouvoir trouver un petit peu sur Internet ou dans les livres ou au fil de nos recherches. Donc la question à se poser, c'est est-ce que vous vous y connaissez si bien que ça? La réponse est probablement non. Si vous répondez oui, c'est que soit vous faites 100 kg de muscle à 6% de masse grasse, soit que vous n'êtes pas honnête avec vous-même. En musculation, on ne dira jamais c'est ainsi, c'est tout. Il faut amener le côté point de vue et le je pense, il a pour une fois plus ou moins sa place, ses croyances, c'est rare, mais il a plus ou moins sa place dans notre domaine parce que rien n'est fixe. Parce que tout évolue, et il y a eu des idées qui ont été ancrées depuis des années en musculation, le lourd seulement et tout, etc. Mais au final, ça évolue. Au final, ça évolue parce que maintenant, il y a de l'argent, parce qu'il y a de l'intérêt envers la discipline, et du coup, il y a des recherches qui sont faites, et c'est nouveau, c'est un bébé en fait, l'hypertrophie. C'est un bébé dans la tête des gens. C'est qu'il y a plein de choses qui n'ont pas encore été analysées. C'est probable que dans l'année prochaine, il y aura une nouvelle façon de progresser. Il y aura un nouveau facteur de tension mécanique ou autre qu'on n'en a même pas encore conscience. Pourtant, quelque chose qui va nous paraître tellement logique, mais actuellement, personne n'y a songé. Personne n'y a songé. Donc je pense, comme je disais juste avant, que c'est un bébé, quoi. Il y aura toujours à apprendre. Et si nous, qui passons une bonne partie de nos journées à y penser, la réflexion, etc., et qui pratiquons quasiment tous les jours, on arrive encore à se surprendre. Et moi, j'avoue, je suis une girouette, hein, je vais pas le mentir. C'est vrai que, comme tu disais, je suis une girouette. Je me pose des questions tous les jours, et c'est pas rare que je change quasiment... pas toutes les semaines parce qu'on va pas abuser, mais fréquemment, des choses dans mon entraînement. Et ceux qui suivent mes entraînements, ils le savent très bien. Parce que je me pose des questions tout le temps, en fait. Je me pose des questions tout le temps parce que je reste ouvert, tout simplement. Je suis pas fermé sur une idée. Il y a des lignes directives, tension mécanique, etc. Et encore, c'est fixé pour l'instant, mais je suis persuadé que dans quelques années, ça va bouger, tout ça. Les facteurs de croissance, etc. Mais c'est pas fermé. C'est absolument pas fermé. Donc ne vous fermez pas parce que vous allez forcément apprendre de nouvelles choses. Et nous aussi, d'ailleurs. Et nous aussi, ouais. Bon. Très bien, je suis très content de cette conversation, écoute, et merci de m'avoir un peu reboosté à continuer à partager sur le thème, sur la musculation. Je vais essayer de me dire que c'est l'été en même temps et qu'il y a de toute façon personne, et que peut-être que les gens vont retrouver un gain d'intérêt envers un peu plus un aspect un peu plus théorique et un peu moins kikou sur cette plateforme qui est à la fois divertissante mais bon qui peut aussi être enrichissante. J'espère, tu vois. J'espère que YouTube va revenir sur un côté un peu plus enrichissant parce que pour l'instant c'est un peu sauté, tu vois. Pour l'instant, il faut mettre un titre en mode genre il y a eu une explosion nucléaire chez moi, je fais de la musculation pour que les gens regardent ta vidéo, ce qui est sincèrement embêtant, hein. C'est le choix du titre, ça va faire ta vidéo tristement, tu vois. Et c'est ça qui est un peu chiant. Et ce qui est bien avec toi, et c'est pour ça que je t'ai toujours dit que genre avoir monté ta chaîne 400 000 personnes en parlant uniquement de musculation, moi ça me paraît un alien. T'es la seule personne, hein, les personnes d'autres à faire ça, absolument personne. Et mais moi avec mon petit following, et là je peux pas me permettre de mettre un titre basique, tu vois. Tristement, je peux pas me permettre de mettre un titre basique. Et on le voit avec les gens qui sont à mon niveau à l'international, donc aux alentours de 100K. Déjà, pas grand monde parle vraiment de fitness, et si jamais il parle de fitness, il faut qu'il y ait deux choses. Un nom connu, ou le mot naturel. Si tu ne parles pas de natural dopage, ou si tu ne mentionnes pas et tu ne critiques pas quelqu'un, ou éventuellement tu mets des food challenge, si on parle de l'étranger, tu n'auras pas de vue, tu vois. Je vois un mec qui s'appelle Matt Dodds Fitness, je sais pas si tu suis sur YouTube, c'est un anglais et je le suis depuis super longtemps, il est chez MyProtein depuis super longtemps, etc. Et il a une sacrée personnalité, etc. J'aime beaucoup. Et il est vachement balèze. Ah putain, il est énorme. Il est énorme ce con. Et ouais, il a eu une période de bide absolue. Une période de bide absolue dans ses vidéos, et je pense qu'il y a eu une sacrée remise en question, et il a commencé à faire que des vidéos avec comme titre 3000 calories journée classique, 7000 calories journée classique, 20 000 calories la journée, etc. Toutes ces vidéos, 100% de ces vidéos, c'était des food challenge. Donc c'est devenu une chaîne en fait où il parlait beaucoup, le contenu de ces vidéos était fitness, énormément fitness, etc. Mais pour attirer des gens sur son contenu, il mettait que de la bouffe en fait, 100% de bouffe, parce que les gens étaient intrigués de voir une personne aussi shredded, aussi énorme, manger
autant. Ça me rappelle un peu mon profil en 2015, même si j'avais pas de vue non plus. C'était en mode, putain, il mange des Oreos, mais il a des veines sur les abdos, tu vois. Ça me rappelle un peu ce truc. Et là, il a changé. Il a mis un créneau un peu plus dopage sur sa chaîne, parce qu'il a bien compris que tout le monde pensait qu'il était dopé. Et donc, du coup, toutes ces vidéos, c'est... Photoshop avant, après, est-ce possible de prendre du muscle en étant naturel, etc. Et tout d'un coup, il fait des vidéos à 150 000 et il est monté à 200 000 abonnés, tu vois. Et c'est la triste réalité actuellement sur YouTube, c'est que si tu mets pas un contenu, si tu mets pas un titre, pardon, c'est même pas provocateur, mais qui crée un esprit drama, en mode, putain, je veux voir, tu vois, je veux voir jusqu'où je peux aller naturellement, ou alors je veux voir ces putains de dopés, putain, j'ai encore dit putain, je veux voir ces dopés, etc., c'est con, etc. Si tu mets pas ce genre de ce titre à une petite échelle, ça ne marche pas. Ouais. Mettre un titre pro actuellement sur YouTube, c'est se mettre une balle dans le pied. Hein. Si tu mets si tu fais un sujet, c'est cuit. Hein. Condamné à faire 4000 vues. Hein. Ah ouais, def. Ah, c'est sûr et certain. Et la miniature, je n'en parle même pas, quoi. Ouais. YouTube, j'espère que ça va bien, ça va repartir. Là. On va voir à la rentrée, mais j'espère que le sérieux va un peu revenir sur cette plateforme et que, je sais pas d'ailleurs, on verra, mais que l'intérêt autour du professionnalisme sera de retour sur cette plateforme. Je sais pas si ça a déjà été le cas d'ailleurs, j'en sais rien, j'avoue. Je ne sais pas si ça a déjà été le cas au final. Ouais, c'est question à se poser. Est-ce que les gens vont vraiment sur YouTube pour s'instruire ou vont sur YouTube pour rien, quoi, pour passer le temps lorsqu'ils sont aux toilettes. Donc ça, c'est la question à se poser. Je sais pas si on a choisi la bonne plateforme, tu sais. on verra comment ça évolue dans l'avenir. Bon Nassim, merci d'avoir répondu à mon appel du jour en ce milieu du mois de juillet. J'espère que les gens écouteront ce petit podcast sur la plage ou dans leur voiture en direction de la plage. Je te souhaite en tout cas de bonnes vacances parce que tu m'as dit que tu t'envolais aussi un petit peu. Oh, ça va pas tarder. Je me doute quelques jours de repos. Ouais. Ça va faire du bien de changer d'air un petit peu. Et au passage, on vous souhaite à tous, si jamais, de bonnes vacances si vous avez réussi à poser une semaine, parce qu'on sait très bien que ici déjà, il n'y a pas beaucoup de jeunes sur ma chaîne, et donc si vous avez plus de 20 ans, les vacances, c'est quelque chose qui n'est plus dans votre dictionnaire, j'imagine. Donc réussir à poser une semaine en mois d'août, c'est déjà quelque chose, donc je vous souhaite de profiter un maximum de cette semaine, de ne pas stresser autour du training. C'est pas parce que vous partez une semaine et que vous mangez comme un goret que votre vie est terminée, vous reviendrez de toute façon. Et pensez à cette histoire de priorité qu'on a abordée dans ce podcast. En tout cas, faites-vous plaisir, YOLO comme on dit, et merci à tous d'avoir pris le temps de nous écouter, notamment maintenant que ça fait probablement 50 minutes que l'on vous cause. Merci à tous en tout cas, merci Nassim une fois de plus. Et à bientôt. Et je vous mets à nouveau, si jamais vous connaissez pas Nassim, les liens de Nassim en bas, mais bon, je pense que si vous êtes là, c'est également pour Nassim. En tout cas, merci à tous. Nassim, le mot de la fin peut-être ? Merci encore, et puis j'espère à très bientôt pour de nouvelles discussions. Lucas, toujours un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Plaisir partagé, Nassim. Merci à tous, ciao.